Voilà, nous reprenons donc sur le thème de la prise en charge des mineurs en milieu fermé. Donc nous allons tout d'abord regarder ce film qui nous est présenté donc, sur le centre éducatif fermé de Doudeville. Ensuite, nous écouterons l'intervention de M. Stéphane Deschamps, qui est le directeur de ce CEF associatif, qui reçoit uniquement des jeunes filles. Ensuite, nous donnerons la parole à Mme Élise Lemercier, qui est sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Rouen. Et enfin, nous aurons l'intervention de Camille Alaria, qui est sociologue également, et qui nous présentera une étude qu'elle a faite sur les jeunes filles mineures suivies par la PJJ dans les Alpes-Maritimes. Voilà tout d'abord le film. Bien, bonjour, c'est impressionnant d'ici. Hein. Tout à l'heure, j'étais avec vous à la salle. Bonjour, Stéphane Deschamps. Donc, moi, je suis le directeur des deux centres éducatifs fermés, même si aujourd'hui, on va faire un peu plus de focus sur le CEF de Doudeville, mais je suis également le directeur du centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thibou. Ces deux établissements sont localisés sur le département de la Seine-Maritime. Alors, avant la diffusion de ce documentaire réalisé avec, je vous en prie, et piloté par la DRAC de Normandie et le Polymage, quand même revenir sur qu'est-ce qu'une association dont le métier numéro 1 était la protection de l'enfance, fort de l'accueil de 400 jeunes sur tout le territoire séno-marin. Qu'est-ce que cette association l'ENI est venue s'inviter autour de la table pour élaborer le cahier des charges en 2001, 2002, pour réfléchir à cette nouvelle réponse. Fort de ce métier originel de la protection de l'enfance, il nous paraissait important et on revendiquait notre place à l'invitation du ministère de la Justice pour pouvoir naturellement contribuer, alimenter les débats pour s'enrichir mutuellement de nos expériences. On est toujours parti du postulat qu'on considérait avant tout ces jeunes repérés comme délinquants, comme des jeunes en devenir, et que fort de ce postulat, naturellement, la lecture d'accompagnement éducatif et de soins nous ont sensibilisés et on est assez fiers d'avoir contribué naturellement à l'élaboration de ce cahier des charges pour qu'on puisse revendiquer une appartenance éducative. 2003, ouverture de ce centre éducatif fermé à Saint-Denis-le-Thibou, c'était le troisième à ouvrir sur le territoire national. Et puis, au fil des années, de nouveau, le ministère de la Justice nous a sollicité, la PJJ nous a sollicité pour réfléchir à l'ouverture d'un second centre. Notre collègue historienne, tout à l'heure, l'évoquait, on s'est attaché les services de Stéphanie Ruby, qui naturellement était en pleine étude à Marseille sur les crapuleuses. Et ces travaux et ces contacts et ces travaux communs qu'on a pu mener avec elle nous ont amenés à réfléchir et à faire la promotion au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse, de créer un centre éducatif fermé exclusivement dédié à des adolescentes. Les travaux nous montraient la très grande vulnérabilité, la très grande fragilité de ces adolescentes et que, considérant que de toute façon la vie n'était pas ordinaire au centre éducatif fermé, eh bien, on faisait le pari de se dire que pendant ce laps de temps, on pouvait imaginer s'exonérer de tous les enjeux liés à la séduction de genre entre garçons et filles, ce qui est naturellement la vraie vie que rencontre tout adolescent, mais que, encore une fois, à la lecture et les recherches qui avaient été faites sur ces jeunes filles, il nous paraissait important de faire un focus un peu plus important sur justement cette protection. Bien mal nous en a pris, puisque 12 ans après, et je me réjouis des propos de Mme Aiglin tout à l'heure, qui signifiait que dans la programmation à court et moyen terme, la création d'un deuxième CEF dans le sud-est, parce qu'encore une fois,
moi je me réjouis de cette posture politique visant à élargir le plus possible la palette de réponses pour ces jeunes, filles ou garçons. Pour rappel, sachez qu'en 2003, quand on a ouvert le centre éducatif fermé pour garçons, personne ne s'offusquait de la non-mixité. C'était inscrit dans l'histoire. Alors le film que vous allez voir a été réalisé avec Cécile Patingre, journaliste, réalisé et écrit par les jeunes filles. Alors il date de 2015. C'est la version courte, parce que la version originale dure 20 minutes, mais bon, on s'est dit qu'on allait naturellement favoriser les échanges et que 10 minutes suffiraient pour que vous puissiez mesurer et puis vous imprégner de ce que peut être l'histoire de ces jeunes filles. Alors vous allez voir, vous allez vous reconnaître parce qu'elles vous miment beaucoup quand on leur demande de jouer, parce que moi j'aime cette idée de les autoriser à régresser. Du fait de cette exonération d'enjeux liés à la séduction, on les autorise à régresser, à pouvoir déposer, à pouvoir livrer, Madame l'a dit tout à l'heure, des traumatismes subis, anciens, qui auraient certainement été révélés plus tardivement, mais moi je suis persuadé que le fait d'être exclusivement entre jeunes filles libère un peu plus facilement la parole. Alors, oui, je voulais commencer par ça. Je ne suis pas un universitaire, c'est pas mon métier d'être à la tribune, donc soyez indulgents avec moi, parce que naturellement, c'est un exercice que je maîtrise peu ou pas. Je vous dirai cela dans une heure. Donc merci pour votre indulgence. Ce que je sais, c'est que naturellement, on a une certaine expertise sur la prise en charge de ces jeunes filles. Et que, encore une fois, on en parlera plus longuement tout à l'heure, dans les relations, dans les questions-réponses que nous pourrons apporter, mais il me plaît de pouvoir, oui c'est ça, les autoriser à pouvoir revisiter la petite enfance, qu'elles ont traversée pour la plupart à une vitesse vertigineuse, sans pouvoir s'arrêter à tous les stades qu'on peut connaître de la petite enfance au monde adulte. Quelques anecdotes. Le week-end, il n'y a pas de prise en charge scolaire ou professionnelle, eh bien, au petit déjeuner, on autorise les jeunes filles à pouvoir venir déjeuner en pyjama, en robe de chambre. Bon. Encore une fois, parce qu'elles sont chez elles, même si, à leur arrivée, naturellement, vous imaginez bien que c'est un placement contraint, subi, qu'on travaille avec la non-adhésion, mais il n'empêche que par le biais de la relation éducative, eh bien, on leur offre cet espace-là. Alors après, elles s'en saisissent plus ou moins rapidement, mais sachez que, oui, le samedi, dimanche, il me plaît de pouvoir autoriser, oui, ces jeunes filles à s'autoriser à. Bon. C'est un des leitmotifs de notre mission pour contribuer naturellement à leur évolution. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductif. Hello, my name is Shona. I'm 16 years. I live in Caen. Non, j'arrête. Je continue en français. Donc, pour la rentrée de septembre 2015, je voudrais créer mon propre salon en prêt-à-porter parce que j'aime beaucoup les affaires, comme vous voyez. Et puis, j'aimerais bien faire une petite dédicace à mon petit chéri Nadir. Je t'aime. Coucou, je m'appelle Clara, j'ai 15 ans. Je fais partie de la communauté des gens du voyage. J'aime bien rigoler et faire rire les gens. Dès que je vais sortir du CEF, je vais faire un CAP en cuisine. Pour tous les gens qui m'entendent croquer la vie à plein dents. Salut, moi c'est Aurélie, j'ai 16 ans. Je suis placée au CEF de Doudeville depuis bientôt 6 mois. Mes deux passions sont le sport et la revendication. C'est pour ça qu'ici on me surnomme la CGT. Bientôt, donc dans 2 semaines, je vais sortir. Je vais faire un CAP coiffure et en annexe m'engager dans l'armée de terre. Bonjour, je m'appelle Yasmina, j'habite à Rennes, j'ai 15 ans. Mes passions sont danser et écrire. Je suis marocaine. Je sors dans 3 mois et demi. J'aimerais bien poursuivre une formation dans le domaine de l'esthétique. Et voilà.
Bonjour, la séance est ouverte. Alors, nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'un bilan de fin de placement. Oussama Belkacem est présent avec Madame Belkacem, moi-même le juge Matalia, notre avocat Maître Bouvier, bonjour. Bonjour. Et l'éducatrice PJJ du CEF, bonjour. Donc, je vais vous rappeler dans quel cadre nous sommes aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions que la dernière fois. Donc, vous avez braqué un bureau de tabac et vous avez eu des violences sur une personne chargée de service public. Pour ces faits, vous avez été condamné à 3 mois de prison ferme avec sursis. Vous avez été ensuite placé pendant 6 mois dans un CEF. Donc, pour faire le bilan, je vais laisser la parole à votre éducatrice. Durant ces 6 mois de placement, il a eu quelques écarts. Il s'est rattrapé, il a trouvé une formation. Ça se passe très bien avec les autres jeunes, il participe aux activités. Le seul problème, c'est qu'il ne fait pas manger, il ne fait pas le ménage. Je pense que là, il va falloir qu'il se rattrape. Et sinon, tout se passe bien. En sport, il fait beaucoup de sport et il demande beaucoup à faire du sport. À faire du foot surtout, qu'il aimerait bien aller dans cette voie-là. Et... D'accord, merci beaucoup. Madame Belkacem, je vous laisse la parole. Eh bien, moi, j'ai assez peur pour les week-ends, car il est venu 3 fois en week-end chez moi. Ça s'est assez mal passé. Il est revenu alcoolisé, il avait les yeux rouges. Suspicion de cannabis, du coup. Oui. Oui. Ben, je suis assez contente quand même que ça se passe bien au CEF. Moi, auparavant, j'ai rencontré des difficultés avec lui, car il n'y avait pas de papa. Son père est mort il y a 2 ans. Et sinon, je serais prête à le raccueillir chez moi, mais en espérant qu'il fasse des efforts, sinon ça ne pourra pas marcher. D'accord. Et vous pensez que ça, c'est une solution? Vous n'avez pas appris des choses au CEF? Votre éducatrice m'a donné quand même un rapport assez positif pour que je sache que les week-ends, vous rentrez bourré chez vous. Bah tiens, alors ça c'est le pompon. Par rapport à ça, donc, je pense que je vais vous suivre jusqu'à votre majorité. Il y aura des prises de sang à faire régulièrement, donc tous les mois. Donc s'il revient chez vous, j'aimerais que vous me teniez au courant par le biais de l'éducatrice PJJ de ces prises de sang. Donc voilà, je laisse la parole à votre avocate, donc Maître Bouvier, je vous écoute. Voilà, je suis la parole des éducateurs. J'ai eu beaucoup de contacts réguliers. Je pense qu'il veut s'en sortir et il est sur la bonne voie. D'accord. Quelqu'un veut prendre la parole, des questions? Merci beaucoup. Le thème aujourd'hui, c'est la récidive. Moi, je sais la récidive? C'est quoi? Alors, la récidive, c'est quand tu fais un délit et que tu le commets plusieurs fois. Ça s'appelle être récidiviste. Ça veut dire, par exemple, tu vends du stup, tu te fais péter une fois et tu revends du stup une deuxième fois et tu te fais péter une deuxième fois, donc tu es récidiviste de vente de stupéfiants. Estimez-vous que la peur d'une sanction plus forte ou un juge plus sévère lors des audiences vous dissuade d'un passage à l'acte ou d'une récidive? Tu fais ce que tu veux, hein, ça c'est sûr. Quand t'as envie de recommencer, tu recommences? Bah oui, hein. T'as envie de changer, tu changes, t'as pas envie, tu changes pas. Malgré tes juges, malgré tout. Hein. Faut pas penser au sursis en fait. Hein. C'est pour toi, c'est personnellement, t'as pas envie de recommencer les bêtises. C'est quoi qui te motive alors si c'est pas le sursis? Bah ma mère. Ouais, la vie, parce que t'as plus envie d'avoir des problèmes. D'être considérée comme une délinquante. D'accord. Parce que même si on me considère comme une délinquante, pourquoi je suis pas une délinquante? Au revoir à tous. Je vous aime très fort. C'est fini. I heard that you settled down and you found a girl and you're
Marina, I heard that your dreams came true. Yes, the thing I didn't give to you. Old friends, why are you so shy? And like you to hold back, oh, why from the light? I hate to turn on, but on the blue, uninvited. I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face, but there will be reminded that for me, it isn't over. Oui, bah, naturellement, c'est assez court, c'est une synthèse d'un atelier. On essaye comme cela, à chaque vacances scolaires, non pas de les occuper, mais de les mobiliser sur, à la fois conscientiser les actes commis, et puis surtout apprendre à verbaliser, à être suffisamment audible pour pouvoir revendiquer de façon adaptée socialement leurs besoins et leur devenir. On est très attaché à ce qu'on pourrait appeler du cocooning. Moi, j'ai bien aimé les travaux, madame, que vous avez pu présenter tout à l'heure. Enfin, on a avant tout affaire à des jeunes filles très vulnérables, très abîmées. Alors, moi, j'appelle ça la prime à la féminité, quoi, comme si à délit égal, le traitement était... Mais c'est historique, hein, madame l'a bien dit tout à l'heure, le traitement était différencié. C'est pas pour cela que, naturellement, elles arrivent plus abîmées, et puis cette carence, naturellement, affective très prégnante. Alors aussi, quand je parle de cocooning, c'est les installer dans un certain confort matériel, affectif, pour qu'elles puissent poser leur valise. La durée moyenne de placement au CEF à Doudeville est de 7 mois et demi, ce qui va bien au-delà des 6 mois ordonnés par le magistrat et qui est respectueux du cahier des charges. Naturellement, on remobilise les familles. Alors, vous allez me dire, l'éloignement géographique est un frein. Pas tant de ça, parce qu'on arrive avec nos partenaires d'Estemo à pouvoir béquiller, accompagner des familles qui, vous savez bien, pour la plupart sont ou en précarité matérielle, financière, ou en précarité affective, et sont bien démunis pour pouvoir aborder les traumatismes familiaux. Alors, on a des moyens techniques, hein, il y a la visioconférence qui marche bien, on se sert naturellement des directions territoriales pour pouvoir le faire, et puis on se mobilise, on se déplace sur site avec un binôme éducateur-psychologue pour naturellement faire un travail d'accompagnement familial, parce que si on arrive, somme toute, assez vite à apaiser ces gamines, il ne reste pas moins que sur 6 mois, il faut faire tout un travail de réaccompagnement éducatif au sein de la cellule familiale. Bon. Donc, on est modeste, mais on y contribue et on a des exemples de réussite assez prégnants qui montrent bien toute la pertinence de notre posture. Encore une fois, tout à l'heure, je l'évoquais, notre métier numéro 1 était la protection de l'enfance. Bon, encore une fois, sans minimiser ou diaboliser les faits délictuels ou criminels, encore une fois, on considérait avant tout ces gamines comme des jeunes en devenir, et qu'elles avaient droit, naturellement, à ce qu'on les regarde avant tout comme des jeunes, encore une fois, en devenir. Bon, c'est ce qui est assez surprenant quand on les accueille, parce que
Vous voyez bien, enfin, chaque fois qu'elles ont un moment de détente, c'est souvent ces jeux-là, quoi. Chasse aux voleurs, quoi. Gendarmes, voleurs, bon. Et que là, on annule tout cela, et puis, encore une fois, on est assez clair avec elles sur les sujets qui pourront être abordés par elles, où il n'y aura pas de débat sur leurs revendications légitimes, et puis sur les obligations qui sont les leurs. Bon, espèce de définition des droits et devoirs commune à chacun d'entre nous à partir du moment où on veut s'inscrire dans une dynamique sociale. Bon, donc on arrive très vite à les apaiser. On est aussi vigilant sur ce qu'on appelle nous un sas d'observation de 2 mois où elles ne sortent pas de l'établissement, sauf pour rendez-vous judiciaires ou médicaux. Alors, pour certains, c'est choquant. 2 mois, ça peut paraître long, mais c'est au vu de leur détresse, puisque là, encore une fois, et c'est ce qu'on leur dit à l'arrivée, au-delà des désordres sociaux qu'elles peuvent commettre, ce qui nous importe, nous, c'est elles, et qu'à ce titre-là, elles ont le droit à la protection. Bon. Et que comme manifestement, elles n'ont pas tous les codes pour pouvoir, comme vous et moi, avoir leur place de citoyenne pleine et entière, eh bien, on leur dit, oui, on va d'abord faire connaissance, on va d'abord s'apprivoiser et t'apaiser, parce qu'encore une fois, tu te mets sacrément en danger. Donc à ce titre-là, eh bien, pendant 2 mois, hormis rendez-vous judiciaires ou médicaux, tu ne pourras sortir. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles acceptent. Elles acceptent ce challenge qui, pour elles, naturellement, est assez détonnant, sachant qu'on est en plus en zone rurale, et qu'elles viennent pour la plupart de centres, de métropoles très urbanisées, et que, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin, cette forme de régression où eh bien, on les autorise à pouvoir descendre devant la télé avec le doudou. Bon. Encore une fois, je ne suis pas persuadé que ça pourrait se faire si elles étaient d'emblée confrontées à de la mixité. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que tous les établissements soient non-mixtes, bien sûr que non, parce qu'encore une fois, la vie n'est pas ordinaire dans ce type d'établissement, mais je pense qu'il est de bon ton, et encore une fois, je m'en réjouis, qu'on puisse ouvrir le plus large possible la palette de réponses. Alors, je ne cache pas qu'on est sollicité tous les jours, le téléphone, les mails, les fax viennent de tous les parquets de France et sera métropolitain. On est hyper sollicité. La distance n'est pas un frein, naturellement, à l'accueil de ces jeunes. Voilà, je pense qu'on passera tout à l'heure au jeu des questions. On va passer la parole. Merci oui, beaucoup, bien sûr. monsieur. On aura des questions après, sans doute. Madame Alaria, vous allez prendre la parole maintenant. Est-ce que vous voulez vous installer ici, Madame Alaria? Ah oui, peut-être. Vous avez l'ordinateur en face. Bonjour. Je vais vous présenter ici les résultats d'une enquête que j'ai menée en 2015 dans le cadre des travaux de l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux, qui était dirigé à l'époque par Laurent Mucchielli à l'Université d'Aix-Marseille. En 2011, dans le centre-ville de Nice, une douzaine de jeunes filles âgées de 12 ans et demi à 16 ans agressent de façon virulente d'autres adolescents, principalement des filles d'ailleurs, et la presse en parle, la presse s'emballe sur le sujet, elle parle de tempête, les policiers les surnomment les sauvageonnes, etc. Ces jeunes filles sont arrêtées et confiées à la PJJ du 06, mais leur prise en charge s'avère difficile. Elles ne se présentent pas au rendez-vous, elles insultent les magistrats, bref, elles mettent à mal l'institution de justice. Et la PJJ, dans ce cadre-là, du 06, nous demande une étude, en nous demandant particulièrement, bon, la question c'était quelle est l'ampleur en fait du phénomène, quel est le parcours de vie de ces adolescentes et pourquoi leur prise en charge institutionnelle est-elle si problématique. Voilà les questions. Plus près.
Voilà les questions de départ qui nous ont été posées lors de la commande. Donc, étude des dossiers, quelques mois d'enquête, étude de l'ensemble des dossiers de la PJJ du 06, 60 dossiers pour les filles au pénal, 3 sources d'informations différentes, les dossiers présents dans les UEMO, présents aux tribunaux avec souvent le parcours ASE de ces jeunes filles, et puis les entretiens menés auprès de leurs éducateurs. Alors, la première chose, je vous indique aussi que je vais reprendre évidemment beaucoup des éléments qui ont été déjà communiqués ce matin. Donc peut-être tant mieux pour la cohérence de nos travaux. En tout cas, voilà, quelques éléments quantitatifs. Et donc, vous avez... oui, c'est illisible, mais entre 2005 et 2014... pour la PJJ au niveau national, au niveau de la direction du Sud-Est et au niveau du 06. Les lignes du haut représentent les jeunes garçons et les lignes du bas représentent les jeunes filles. Donc 2 constats à partir de ces graphiques. D'abord celui de la stabilité et ensuite celui de la sous-représentation dont on a beaucoup parlé ce matin. Parce qu'il s'agit aussi, pour la sociologie, de déconstruire les prénotions. Et d'ailleurs, sur la question de la stabilité, on avait l'impression, on parle souvent d'explosion de la délinquance des mineurs. Donc, de façon générale, les mineurs représentent 9,5, un peu moins de 10% de la délinquance des personnes impliquées dans les affaires pénales. Effectivement, si je peux... D'accord, vous voyez mieux, merci. Donc effectivement, ce qu'on constate, c'est que dans les années 90, on a effectivement observé une augmentation particulière du nombre de mineurs mis en cause dans les statistiques de police et de gendarmerie, mais 2 nuances à apporter. D'abord, comme on le voit sur ce graphique qui est issu du travail de Laurent Micheli, entre autres, cette augmentation a été corrélative du nombre de majeurs mis en cause et n'est donc qu'un aspect, qu'un aspect de l'augmentation générale du nombre de personnes renvoyées devant la justice et n'est pas une augmentation spécifique. Deuxième observation sur cette augmentation des mineurs mis en cause, c'est la transformation du code pénal de 92 qui s'est véritablement appliqué en 94, où on a un élargissement des incriminations avec l'introduction de nouvelles qualifications juridiques, l'introduction de nouvelles infractions, et cela concerne particulièrement les violences verbales et physiques. Dans l'ancien code, par exemple, c'est la peine de mort, pardon, excusez-moi, c'est la menace de mort qui est punissable, excusez-moi. Dans le nouveau code, c'est la menace de commettre un cri ou un délit sur des personnes qui devient punissable. Dans l'ancien code, les coups et blessures volontaires sans ITT ou avec ITT de moins de 8 jours font l'objet d'une infraction. Dans le nouveau code, ces coups et blessures volontaires deviennent des délits dès lors qu'elles sont accompagnées de circonstances aggravantes, dont la liste aussi s'allonge, et particulièrement, on en retiendra 3 qui concernent, pour le coup, les formes de délinquance des mineurs, c'est-à-dire des violences en groupe, des violences sur mineurs de moins de 15 ans, qui sont assez caractéristiques finalement des violences dans les établissements scolaires, et des personnes sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc ça, c'était un mot sur le constat de la stabilité de la délinquance des mineurs et donc du coup de celle des filles aussi. Et puis, deuxième constat sur la question de la sous-représentation des filles, dont on a beaucoup parlé. Plusieurs hypothèses travaillées par les sociologues, les historiens. Celle avancée, on peut citer les derniers travaux, Marwan Mohamed, Colette Parent avant ça, pour qui renvoie à la socialisation différentielle filles-garçons. Les premières, on l'a vu, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, pousser davantage à s'investir dans les tâches domestiques que les seconds, donc moins disponibles aussi pour la rue.
la seconde hypothèse, qui est développée entre autres par Colline Cardy, Arthur Voitou aussi, qui tient dans l'existence des filtres institutionnels qui ramènent les jeunes filles vers des prises en charge en fait parapénales. Ça aussi, on l'a vu ce matin, vers des dispositifs de soins et particulièrement vers la sphère psychologique aussi. Donc des dispositifs de protection. Donc voilà, plus on avance dans la chaîne pénale, moins on retrouve de femmes. Pour autant, quand on croise d'autres sources statistiques, on s'aperçoit que même si les filles commettent moins d'actes délinquants que les garçons, elles en commettent en fait un peu plus que ce que l'on peut croire. Et effectivement, c'est intéressant de regarder du côté des enquêtes de délinquance autoreportées, où il apparaît que 75% des hommes ont déjà commis un acte qui relève d'une infraction pénale, contre en fait 56% des femmes. Alors que dans les statistiques du ministère de la Justice, la part des femmes représente nettement moins que celle des garçons. 14% des femmes pour les personnes mises en cause par la police, 12% des mises en examen, 10% des personnes condamnées et 5% des personnes détenues. Un autre moment de la réaction sociale vis-à-vis de la délinquance des filles et des garçons, c'est celui de l'interpellation par les forces de police ou de gendarmerie. En France, les adolescentes représentent 11 à 14%, on l'a vu, des personnes mises en cause par les services de police et de gendarmerie depuis plusieurs années. Or, du côté du ministère de l'Éducation nationale, la participation des filles dans les actes violents présente des proportions largement plus importantes, comme a pu le montrer justement Stéphanie Ruby dans les années 2010. Cela dit, effectivement, peu de données existent sur ce sujet. Quand on regarde maintenant les différences de type de délinquance entre les filles et les garçons, eh bien on s'aperçoit, et ça ce sont les résultats de l'enquête de délinquance auto-reportée sur l'étude des styles de vie adolescents, que en fait jusqu'à 14 ans, il n'y a pas franchement de différence significative entre la délinquance des filles et des garçons, et que plus on augmente en âge, plus les femmes, les filles vont vers de la délinquance financière. Voilà les observations de cette enquête-là. Il me reste 5 minutes. En tout cas, cette sous-représentation, elle interroge évidemment la prise en charge des filles, et c'est la question de la mixité dans les lieux d'hébergement, comme ça a été très très bien dit tout à l'heure, qui a été posée d'ailleurs dès la commande de cette étude. Et ce qui apparaît de façon très régulière dans l'analyse des entretiens qui ont été menés auprès des éducateurs, c'est la dualité qui oppose la figure féminine et masculine, les garçons qui ont de bonnes raisons de se battre, les filles qui sont, entre guillemets, d'imprévisible furie. Donc beaucoup de travaux ont montré que la violence était toujours associée aux deux caractéristiques sociologiques, la masculinité et la jeunesse, et que la violence des femmes, encore une fois, on l'a vu ce matin, a été présentée comme exceptionnelle, anormale, pathologique, monstrueuse. C'est vrai que ce sont les constructions sociales auxquelles nous sommes tous soumis, à moins que nous éveillions notre part réflexive largement. Alors, conséquence ou cause de ces représentations, eh bien, la réticence dans les foyers à accueillir des filles, et s'ensuit en fait une difficulté à les sanctionner justement. Le fait que la mixité filles-garçons s'applique difficilement, eh bien les éducateurs ont un champ de propositions éducatives extrêmement restreint à présenter aux magistrats, et ces difficultés ont pour corollaire une plus forte sévérité des sanctions attribuées aux filles par rapport à celles attribuées aux garçons. Ce sont des observations qu'on a relevé dans cette enquête, et puis c'est un constat qui est corroboré par celui établi notamment par Corinne Rostin à la fin des années 90. Même si, donc, comme on l'a vu, tout au long de la chaîne pénale, les jeunes filles et les femmes sont orientées davantage vers des filières de protection, quand elles arrivent dans le haut de la chaîne pénale, on remarque que leur traitement, en tout cas,
que les magistrats disposent de moins d'alternatives de la part des éducateurs. À l'époque de cette étude, ce n'est plus le cas maintenant, ça a changé récemment. Il y a un quartier mineur, un vrai quartier mineur à la prison des Pommettes de Marseille. Mais à l'époque de cette étude, les jeunes filles qui étaient incarcérées l'étaient donc dans un coin du quartier majeur, ne bénéficiant donc pas ainsi des conditions destinées aux mineurs, c'est-à-dire la présence d'éducateurs PJJ sur place notamment. Il n'y avait pas de chef de poste pour le quartier mineur, mais un chef de poste pour le quartier majeur et mineur. Et la nuit, les surveillantes du quartier majeur surveillaient aussi les filles du quartier mineur et elles partageaient leurs cellules. Effectivement, dans la population qui était incarcérée à cette époque-là, 6 jeunes filles incarcérées, une enceinte de 8 mois, et 5 qui avaient écopé d'une peine de prison ferme pour des vols avec violence et une pour une tentative de cambriolage. Donc globalement, il apparaît que les professionnels ont moins d'outils en termes de prise en charge pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Et je vais simplement consacrer un moment maintenant à qui sont les jeunes filles de cette étude. On a essayé de caractériser des typologies pour les profils sociologiques, on va dire, de ces jeunes filles. Et il est apparu 3 figures de groupe, puisqu'effectivement la question posée au début de cette étude, c'est la question des bandes. Est-ce qu'on a affaire à un phénomène de bande ? Donc 3 figures. Une figure, la première, qui se caractérise par le fait que les jeunes filles vivent dans des quartiers disqualifiés, dans des contextes de violence familiale et de grande précarité économique, avec des périodes très importantes de déscolarisation, des jeunes filles qui ont souvent été victimes, notamment de violences sexuelles, avant d'être elles-mêmes auteurs de vols avec violence ou de violences contre les personnes, avec des ITT la plupart du temps de moins de 8 jours. La figure B, qui est caractérisée par le fait que ces jeunes filles ont, pour la quasi-totalité d'entre elles, été placées dans de très nombreuses structures, et ce, depuis l'enfance, depuis la pouponnière. Elles se connaissent d'ailleurs par leur lieu de placement, et les victimes de leurs actes sont les gens qui vivent sur leur lieu de placement, à savoir les éducateurs et éducatrices, et d'autres jeunes placés. Elles se trouvent dans des addictions lourdes, et un grand nombre d'entre elles suivent un traitement psychiatrique médicamenteux. Elles ne sont plus scolarisées et elles ont toutes eu des parents qui ont eu à rendre des comptes devant la justice pour mauvais traitement de leur enfant. Et la figure C, eh bien, elle concerne plutôt l'école. Ce sont des jeunes filles qui, bien que scolarisées, se sont connues dans le même collège et commettent des actes aux abords de leur établissement scolaire sur d'anciennes camarades de classe, principalement des filles. Et dans ce groupe-là, ce sont les réseaux sociaux qui ont une part importante dans leur bagarre, soit en amont, soit en aval, sur la diffusion d'images violentes. D'un point de vue un peu plus global, on remarque que seul un tiers de ces jeunes filles, oui, je vais bientôt conclure, seul un tiers de ces jeunes filles est scolarisé, que la plupart d'entre elles vivent dans les 3 zones urbaines sensibles de Nice, avec des logements extrêmement dégradés, des quartiers très enclavés où domine l'absence de services publics. Et pour parler de la justification de leur passage à l'acte, la première occurrence qui arrive, c'est en fait la concurrence entre 2 modèles économiques. Vient ensuite l'addiction, l'expérience de la violence subie et la misère, c'est-à-dire voler pour manger. Donc on voit là quand même la nécessité d'un soutien pluridisciplinaire qui était d'ailleurs largement exprimé par les éducateurs de ces jeunes femmes. Un soutien pluridisciplinaire à plusieurs niveaux, en soutien à l'équipe éducative et en soutien aux adolescentes elles-mêmes. Pour autant, je voudrais juste conclure sur cette idée que les choix qui venaient d'être faits quelques années auparavant au niveau national et politique n'allaient pas dans le sens de ces difficultés d'étayage. Je parle de la réforme des politiques publiques de 2007, qui a constitué un moment fort de la prise en charge des mineurs délinquants, et le resserrage au pénal aussi de 2007,
qui a bouleversé, et là je reprends les conclusions de Francis Bayot et Philippe Milburn, qui a bouleversé le métier d'éducateur en resserrant leurs compétences sur une approche en termes de réponse spécifique au comportement déviant et non plus dans une approche plus généraliste avec des outils pédagogiques qu'elle suppose. Autre conséquence de la logique gestionnaire de 2007, c'est la fragmentation des parcours institutionnels des adolescents pris en charge, ou plutôt que de considérer que les fugues et les récidives font partie du processus éducatif, la logique gestionnaire les appréhende davantage comme des actes devant faire l'objet de sanctions. Et puis un autre effet, évidemment, du recentrage au pénal, pour finir sur la délinquance des mineurs, ça a été la stigmatisation des jeunes qu'elle prend en charge dans les foyers. Voilà, merci. Merci. Maintenant, nous écoutons Madame Lemercier. Alors déjà, je voulais commencer par vous remercier de m'avoir invité et présenter les travaux. Je ne m'attendais pas, en venant ce matin, à ce que ce soit directement une représentante de la PJJ qui présente nos résultats de recherche, avant même que j'ai eu l'occasion de le faire. C'est un honneur et c'est surtout très intéressant en tant que sociologue de voir qu'est-ce que l'institution retient en fait de nos résultats de recherche. C'est assez instructif de voir comment nos résultats de recherche sont reçus, sont compris. Et c'est une occasion intéressante pour moi de dialoguer avec vous qui êtes les actrices et les acteurs de ce que j'ai observé donc, pendant cette recherche, qui est une recherche collective avec Cindy Duhamel. On a eu la chance d'avoir dans notre équipe une psychologue qui est fonctionnaire de la PJJ et qui donc connaissait très bien les rouages, puisque moi je suis une spécialiste de la jeunesse et de la prévention spécialisée, et j'ai découvert à travers cette recherche le fonctionnement de la justice des mineurs, et donc travailler avec elle a été pour moi une grande chance pour m'approprier ce fonctionnement institutionnel. Et la troisième personne de notre équipe est Dominique Dupré, qui avait déjà travaillé, lui, sur la justice des mineurs, et notamment sur les questions de la drogue. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les mondes de la drogue », vous avez peut-être eu l'occasion de lire. Et donc, notre recherche, on a fait un choix, c'est intéressant qu'on intervienne dans cette table ronde en même temps, parce qu'on a fait un choix qui est un peu décalé par rapport à ce qui est souvent fait d'études des statistiques, même si on les a présentées dans notre rapport pour contextualiser. Comme on vient plutôt de l'ethnographie, on s'est dit qu'on allait davantage, plutôt que de regarder les dossiers et écouter les professionnels sur l'expérience des jeunes, ce qui nous a intéressé, c'est de les écouter. On a fait le pari de l'intérêt d'un entretien biographique, alors même qu'elles sont très jeunes, en fait. Parce que souvent, on peine à faire des entretiens dits biographiques sur des récits de vie. Les sociologues font assez peu de récits de vie sur les jeunes, parce qu'on dit que c'est compliqué, qu'ils ne parlent pas, etc. Et nous, on a fait le pari que cette méthode pourrait être utile, notamment grâce à une observation au sein des institutions, c'est-à-dire qu'on a été accepté à la fois en milieu ouvert, donc un milieu ouvert de type urbain, un milieu ouvert de type plus semi-rural, en centre éducatif fermé et aussi en maison d'arrêt. Donc on s'est installé un peu dans ces institutions, et après on a fait, et en même temps on faisait des entretiens biographiques complétés avec des entretiens avec des professionnels. Donc on a dans notre échantillon qualitatif 30 jeunes qui ont toutes été, ont fait l'objet d'entretiens librement choisis, bien sûr, elles n'étaient pas obligées de le faire, avec d'abord une ou un sociologue, donc Dominique Dupré ou moi. On a fait des entretiens d'abord dans ce sens-là, parce que la psychologie fait peur, donc on s'est dit, au moins on aura l'entretien avec le ou la sociologue, et ensuite une deuxième fois, Cindy les a rencontrés et a fait un entretien de type psychologique, parce que notre objectif était d'interroger la question de la pathologisation et la psychologisation, qui a déjà été abordée tout à l'heure par Véronique, et puis aussi dans votre intervention, vous avez évoqué le traitement médical ou pathologique qui est souvent fait par les filles. Et donc on s'est dit, pour vraiment, puisque ça fait longtemps que les sociologues disent qu'il y a une pathologisation du traitement de la délinquance des filles, on s'est dit, pour être vraiment en mesure de le voir, il faut qu'on travaille en binôme avec une psychologue, parce que ce que disent les sociologues de la psychologie n'est pas toujours très, très fin, on va dire, chacun dans son domaine. Donc on a eu cette idée d'un travail en équipe pour aller interroger les parcours de vie et le traitement qui en est fait. Je voulais non
n'ont pas présenté les résultats de recherche, d'ailleurs ça a été fait tout à l'heure, et vous pouvez retrouver la synthèse sur Internet, sur le site du CESDIP, qui est le laboratoire qui a porté institutionnellement cette recherche. Moi, j'avais envie de mettre l'accent sur 2 points qui me semblent pouvoir être intéressants, et aussi grâce au dialogue qui ont commencé, aux questions qui ont été abordées tout à l'heure sur la question des bandes. Moi, j'ai travaillé sur ça, en fait, dans ce rapport, et il me semble qu'il faut déjà s'intéresser à qu'est-ce qu'on appelle une bande. Hein. Donc, est-ce que le fait de commettre un acte avec d'autres implique d'être dans une bande, ou est-ce qu'on est en fait juste dans un acte à plusieurs? Et en ça, je les ai interrogés. J'ai commencé les entretiens biographiques plutôt par leur sociabilité amicale, c'est-à-dire pour décaler par rapport aux entretiens professionnels qu'elles ont d'habitude, où on commence par l'acte commis. Nous, on a très peu posé de questions au début sur les actes qu'elles avaient commis. On les a laissés dire, et on les a pas confrontées à leur dossier aussi. Hein. Quand on voyait des écarts entre ce qu'elles nous disaient de leurs actes et ce qu'elles avaient fait, on ne confrontait pas à l'objectivation des dossiers. Et on a découvert en fait que alors on n'a pas fait d'enquête dans le sud, hein, parce que notre échantillon nos terrains étaient dans le nord-nord-ouest, et donc on a probablement des effets de territoire hein, dans les résultats que je vais vous énoncer. Mais ce qu'on observe, c'est que les jeunes filles que l'on a rencontrées sont très très peu des jeunes filles qui ont grandi dans des quartiers relégués, dans les logements les plus relégués des quartiers relégués. C'est-à-dire que pour être clair, elles appartiennent clairement aux classes populaires, mais elles sont plutôt soit dans les franges les plus précarisées des classes populaires, par exemple les jeunes filles qui grandissent en campement Rome, ou dans des espaces de la campagne qui sont extrêmement précarisés. Ou alors, elles sont plutôt dans les franges un tout petit peu plus hautes des classes populaires de ces quartiers. C'est-à-dire que beaucoup d'entre elles vivent en fait dans les pavillons en face de ces tours, ou alors dans des tours qui sont vécues comme un petit peu moins reléguées que les autres, c'est-à-dire elles ne sont pas, contrairement à ce qu'a pu travailler, j'ai eu l'occasion de dialoguer avec Marwan Mohamed qui travaille sur les bandes de jeunes, hein, et contrairement à ce que lui il a observé sur les bandes de garçons, où c'est par socialisation depuis la petite enfance, et par d'ailleurs c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, socialisation de par la toute petite enfance, et une socialisation par le biais des grands frères. Les jeunes que j'ai rencontrés, leurs bandes de copains, elles les rencontrent autour du collège, et ce ne sont pas des bandes qui sont liées à l'endroit où elles ont grandi, en fait. Donc les bandes auxquelles elles appartiennent, ces jeunes filles, ne sont pas des bandes d'amis qu'elles connaissent depuis la toute petite enfance, où en fait, Marwan Mohamed montre que comme on vit dans un quartier qui est très relégué, et qu'on va on a une trajectoire scolaire qui est très stable, et que les copains aussi, ça veut dire qu'on grandit ensemble et on forme une bande, et ce qui fait le phénomène de bande, c'est le fait que l'importance de ces copains-là est plus forte que l'importance du regard des adultes. En fait, ce qui fait bande, c'est pas le fait de vivre en groupe, c'est le fait d'avoir finalement un rôle plus important du groupe de pairs de cette bande par rapport au regard porté par les adultes du quartier ou les adultes professionnels. Et en fait, ce que j'observe, moi, dans ces entretiens avec les jeunes filles, c'est que ce ne sont pas ce type de bandes-là auxquelles elles appartiennent. Elles ont effectivement une bande qu'elles ont rencontrée aux alentours du collège, et elles sont quasi systématiquement, même systématiquement dans cet échantillon, dans une bande de garçons. En fait, elles sont là où une des rares filles d'une bande de garçons. Donc, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas le phénomène qui avait été observé dans d'autres espaces, notamment dans le sud, d'une bande de filles qui se regroupent, etc. On voit des filles qui parfois commettent des actes délinquants avec d'autres filles. Je pense par exemple au vol. Dans notre échantillon, notamment parisien, on a énormément de jeunes filles roms qui font des vols ensemble. Pour autant, leur expérience de l'amitié ne relève pas d'une bande. En fait, elles sont ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont dans une bande où le rôle de ces jeunes prime sur le rôle de leur famille ou d'autres interlocuteurs, cette fois-ci adultes. Donc, on a essayé d'interroger ce qu'elles trouvaient dans cette bande, pourquoi cette place dans cette bande, et comment se fait-il qu'elles étaient une des rares filles dans ces bandes de garçons. Et on s'est rendu compte que pour elles, c'était en fait l'expérience de la bande était une manière d'accéder à des ressources qui leur sont rares, en fait, notamment la mobilité et la bonne réputation. Donc la mobilité, vous savez que les filles sont élevées plutôt à la sédentarité.
au fait de ne pas prendre trop de place, de ne pas trop bouger, de ne pas circuler, etc. Or, la plupart des jeunes filles qu'on a rencontrées, elles aiment bouger, elles aiment conduire. Alors là, vous voyez, je pense que dans votre expérience professionnelle, vous avez vu l'importance de la voiture, soit conduire la voiture, y compris quand on n'en a pas encore l'autorisation, soit être avec d'autres en voiture. La circulation, en fait, c'est la première chose qu'elles me disent. Dans la bande, ce que j'aime, c'est que je peux circuler, aller en boîte, et même toute seule, et si je suis en galère, il y a toujours un copain de la bande qui vient me chercher. C'est-à-dire que le fait d'appartenir à cette bande produit une forme de sécurisation de la mobilité, de leur point de vue, en tout cas, et aussi leur permet d'accéder à, parfois, pour certaines d'entre elles, à une meilleure réputation. Je prends le cas de l'une d'entre elles qui a eu une relation affective avec un jeune du quartier proche de la zone pavillonnaire dans laquelle elle a grandi. Elle avait 12 ans et elle accepte, elle hésite, etc. À 12 ans, elle se dit, oui, bon, je vais avoir, comme elle me promet le mariage, je souhaite avoir une relation sexuelle avec lui, donc librement consentie. Et en fait, après, ce garçon la quitte et raconte dans son quartier que ses copains et lui l'ont tourné. Et elle rame avec ça parce que tout le monde dit ça, alors qu'elle dit mais non, mais en fait elle n'arrive pas à sortir de cette réputation, etc., dans cet environnement local. Et finalement, ce qui va l'aider à contrebalancer cette réputation, c'est l'appartenance à une autre bande, à la bande qui va dire mais non, mais c'est pas vrai. En fait, des garçons qui vont apporter un contre-discours en fait sur ces pratiques en disant mais non, elle n'est pas ce que les autres vous ont dit. Donc je voudrais pas donner une vision trop, comment on va dire, édulcorée de ce que c'est que la bande et l'expérience qu'elles en font. Mais en tout cas, leur discours, c'est que ce qu'elles apprécient, c'est d'être un gars de la bande comme les autres. Et il y en a même une qui me dit, je suis un poteau comme les autres et je veux être un poteau comme les autres. En réalité, quand on interroge un peu plus, quand on va un peu plus loin que ce qu'elles disent, que ce qu'elles veulent mettre en avant au début des entretiens, on se rend compte qu'elles ne sont pas tout à fait un poteau comme les autres et que ça les dérange d'ailleurs, notamment parce que quand elles se font péter, comme elle l'a justement dit, vu que c'est le vocabulaire qui est souvent utilisé, quand elles se font péter et que les copains de la bande et elles sont punis, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas les mêmes punitions. Et notamment, plusieurs d'entre elles m'ont dit, moi je suis en CEF, et les garçons, eux, ils sont tous en prison. Et elles disent, c'est pas juste parce qu'eux, ils ont pris moins longtemps que moi. C'est-à-dire que le CEF, c'est 6 mois, et quand on est en prison, alors moi j'étais un peu déroutée, parce que dans la hiérarchie qu'est-ce que tu veux, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, dans leur esprit, ça va durer plus longtemps, donc c'est une plus grave punition, en fait. Et aussi, en CEF, on ne peut pas fumer des clopes, alors qu'en prison, on peut se débrouiller pour avoir des clopes. Donc, vous voyez, on ne peut pas fumer. On en fume, mais c'est beaucoup plus régulé, en fait, que ce que disent, en tout cas, les garçons. Enfin, je ne parle pas des règles institutionnelles, je parle de ce qu'elles en ont compris et de ce qu'elles en disent, en fait. Et donc, elles passent beaucoup de temps à comparer ce que vivent les garçons de la bande par rapport à ce qu'elles vivent. Et elles trouvent que, finalement, alors que les sociologues et les observateurs disent souvent qu'elles auraient, en fait... Vous avez utilisé le terme de prime à la féminité, qu'elle tirerait un bénéfice en fait en termes d'une moindre pénalisation, ce qui est vrai. Ça a été démontré par exemple par Colleen Cardy, c'est-à-dire un maintien plus long dans le civil et on passe plus tard dans le pénal pour les filles. Elles ne le vivent pas du tout comme ça. C'est pas du tout l'expérience. Enfin, c'est pas positif pour elles. Elles voudraient être un poteau comme les autres et elles voudraient qu'on les punisse de la même manière que les autres. Et en fait, elles revendiquent cette appartenance au groupe, je dirais, jusqu'à un certain moment dans leur carrière biographique, c'est le moment de l'entrée dans la conjugalité. Parce qu'en fait, elles parviennent à être un poteau comme les autres, jusqu'à ce qu'elles aient des velléités d'installation dans une relation conjugale. Et là, aucun des garçons qu'elles rencontrent, déjà la première chose, impossible de choisir un des garçons de la bande, c'est comme coucher avec un frère, un cousin, etc., c'est pas possible. Donc elles vont chercher à l'extérieur, et là, aucun n'a grâce aux yeux des garçons de la bande. Les copains les trouvent pas à la hauteur, ils vont mal les traiter, ils vont être violents, ils vont pas les respecter, ça va pas aller, objectivement ou pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça va pas aller. Donc là, elles sont face à un choix, rester dans la bande, mais ne pas avoir de relation affective, ou avoir une relation affective, mais devoir sortir de la bande. Et à ce moment-là, elle se trouve dans une seconde bande
quand elles font ce choix, une seconde bande qui va les emmener vers d'autres formes d'interaction à l'intérieur de la bande. Et c'est ça sont plutôt celles qu'on a rencontrées en prison cette fois-ci, qui là avaient commis des actes à l'intérieur d'une bande, mais qui n'est pas leur bande, mais qui est la bande de leurs compagnons. Et elles ne bénéficient pas du tout des mêmes types d'interactions, en fait, que quand elles étaient dans leur bande rencontrées autour du collège. Donc en fait, de quelle bande on parle? Voilà, je vous invite à être vigilant quand vous les entendez parler de cette bande, de quelle bande on parle et quelle est la place qu'elle a dans cette trajectoire. Et juste pour ouvrir sur la discussion sur la prime à la féminité, il me semble, moi, qu'effectivement, si elles sont maintenues plus longtemps dans le civil, et d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, il me semble qu'il faut le contrebalancer de deux choses. Dans notre échantillon, on voit que c'est vrai, sauf pour deux catégories. Alors, je n'ai pas fait ça avec des modèles, je suis à l'ancienne de l'ethnographie, mais moi, je vois deux figures de filles pour qui ce n'est pas le cas, où elles ne bénéficient pas d'une prime à la féminité, comme c'est parfois dit. C'est que, premièrement, celles qui sont roms, clairement, ça avait été démontré par un collègue qui s'appelle Arthur Voitou, hein, elle ne bénéficie pas du tout d'une prime à la féminité, bien au contraire. Et ça m'a permis de découvrir autre chose, c'est pas simplement c'est l'ethnicisation rome, bien sûr, qui produit ça, on pourra dialoguer dessus, mais c'est aussi la question de l'errance. Et je vois un lien avec ce que Véronique a présenté tout à l'heure sur l'errance. Je vous renvoie, là, je n'ai pas le temps de le faire vite, mais j'ai écrit un article dans la revue qui s'appelle Agora Jeunesse, la revue de l'INJEP que vous connaissez peut-être, sur la fugue. Et en fait, les fugueuses sont plus durement sanctionnées que les autres, parce qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir les attraper, qu'elles vont se mettre en danger, qu'elles vont devenir des prostituées, etc. Et ce que Véronique a dit tout à l'heure, je l'entends. Je le lis dans les dossiers que j'ai étudiés, et je l'entends encore de la part des professionnels qui se sentent aussi un peu désemparés, c'est-à-dire qu'ils voient bien peut-être le côté un peu suranné, poussiéreux de ce qu'ils sont en train de dire, mais ils n'arrivent pas à repenser avec d'autres catégories de pensée ça. Et il me semble, c'est une ouverture, que ce serait très intéressant d'aller investiguer la question avec une notion qui s'appelle, j'essaye de le faire en ouverture de cet article et je voudrais poursuivre dans la suite, avec l'idée des échanges économico-sexuels, en fait, c'est-à-dire de ne pas penser la prostitution uniquement en termes de tarifs, parce que ça embarque un certain nombre de jugements moraux, etc. Or, on a aussi des formes qui sont du michetonnage ou des formes aussi de relations conjugales qui sont, où elles ont elles sont sous emprise ou alors qu'elles subissent, qu'elles choisissent, mais dont on sent qu'elles ne sont pas épanouies. Hein. Par exemple, dans un entretien, et je m'arrêterai là, je me plante complètement, c'est là que je me suis dit, il faut que tu réfléchisses là-dessus. Une jeune fille en milieu ouvert me dit qu'elle vit chez la mère de son compagnon, mère qui a un long parcours en protection de l'enfance comme elle, qui la recueille, etc. Elle me parle de lui, etc. Mais bon, voilà. Et je lui dis, et comment t'es tombée amoureuse de lui? Et là, elle me rit au nez, en fait. Elle me rit au nez, elle me renvoie à mes représentations de classe, en fait. Mais elle n'est pas amoureuse, en fait. Vous voyez, la fleur bleue, c'est la fleur bleue de mon milieu social, en fait. Moi, j'ai le luxe de pouvoir... elle me regarde en me disant, mais tu as complètement le luxe de pouvoir tomber amoureuse, tant mieux pour toi, mais moi, c'est pas de ça dont il s'agit. Là, je cherchais de la stabilité, en fait. Elle est heureuse de cette relation. Hein, elle n'est pas violentée, etc. Ça la stabilise, elle en est satisfaite, mais ce qu'elle recherche avant tout, c'est une stabilisation, et pas simplement une stabilisation économique, aussi une stabilisation familiale, parce qu'avec ce conjoint qu'elle rencontre, elle rencontre une mère qui d'ailleurs trouve mon numéro de téléphone, juste pour la petite histoire, pour me demander de l'aide sur comment elle pourrait faire avec elle. Vous voyez, la débrouillardise et l'intérêt que porte cette femme au devenir de cette jeune fille. Voilà. Donc je vous remercie. Merci beaucoup pour ces 3 interventions. Il y a vraiment une question que je brûle de poser à Monsieur Deschamps. Je me permets de profiter du fait que j'ai un micro. Vous êtes responsable de 2 centres éducatifs fermés, un de filles et un de garçons. Donc j'aimerais vous interroger en quelques mots sur les différences de traitement, puisqu'on a quand même évoqué ce matin la différence de regard qu'on peut porter sur les filles, que peut-être pour les filles, on prendrait plus en compte ce qu'elles sont que ce qu'elles font. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'en inspirer aussi dans la façon de traiter les garçons? Est-ce qu'on coucoune les garçons aussi? Voilà, en quelques mots, la prise en charge en CEF des garçons et des filles. Alors, les garçons sont plus jeunes, puisque nous sommes habilités à Saint-Denis à accueillir des garçons de 13 à 16 ans et à Doudeville, 15-18 ans pour les filles. Je dirais qu'on les coucoune autant. Ils sont jeunes à Saint-Denis, ils ont en moyenne 15 ans, un petit peu plus âgés à Doudeville. Et on a alors naturellement,
les outils ne sont pas les mêmes, mais l'approche n'est pas la même, mais on s'efforce d'être aussi démonstratif dans nos actes de la vie quotidienne, dans l'accompagnement, dans le faire avec, tant avec les garçons qu'avec les filles. Moi, je prône cette pédagogie autant avec les garçons qu'avec les filles. Non, il n'y a pas de distinction. Alors après, effectivement, les différences, quand je lisais Madame, les propos de travailleurs sociaux qui sont amenés à prendre en charge en collectif la mixité, naturellement. Moi, j'ai une équipe éducative à Doudeville mixte, là aussi, et c'est naturellement une recommandation qu'on se doit de leur apporter, c'est-à-dire que j'ai autant d'éducateurs femmes que d'éducatrices femmes, pour naturellement garantir un duo homme-femme dans la prise en charge. Est-ce qu'ils ont exactement le même droit de sortie? Est-ce que les garçons ne sortent pas plus au début de la prise en charge? Non, c'est le même régime. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a une question ou une intervention? Par rapport au centre fermé de filles, est-ce que vous auriez des chiffres sur la récidive en comparaison des filles qui sont accueillies en quartier de majeurs? J'ai pas de chiffres. Je sais que Mme Médelin l'a évoqué tout à l'heure. Il y a eu une étude, je ne sais pas si Mme Médelin est encore là. Non, elle est partie. Il y a eu une étude en 2016 sur la traçabilité après sortie des établissements. Je sais que nous avons collecté et travaillé sur cette étude. Je n'ai pas les retours précis pour vous alimenter, donc je n'en dirai pas plus. Les retours que j'ai, ce que je sais, c'est que d'un placement subi contraint, on a pratiquement des nouvelles de toutes les jeunes ou tous les jeunes qui sont passés. De la rencontre improbable, s'est tissé un lien qu'on pourrait appeler psycho-éducatif, affectif. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il n'empêche qu'on a toutes les nouvelles. Du jeune ou de la jeune qui est actuellement, comme nous sommes un établissement d'hébergement, nous sommes ouverts 24h/24 du 1er janvier au 31 décembre. Donc vous imaginez bien que les mauvaises nouvelles, on les a entre 22h et tôt le matin, et les bonnes nouvelles, on les a aux heures de bureau. Bon. On est assez attentif et on a formé nos professionnels de nuit, surveillants de nuit, éducateurs qui sont présents dans l'établissement pour pouvoir réceptionner ces appels de détresse de jeunes qui nous disent je suis au bord du précipice, je suis à la limite de replonger, ou je viens de me faire virer de chez mes parents, qu'est-ce que le stémo ouvre demain matin à 9h, j'ai pas de solution. Bon. Et moi, j'avais mené donc une formation pour accompagner ces professionnels, parce que naturellement, vous imaginez bien qu'à 2h du matin, quand vous êtes à distance avec un jeune qui appelle en détresse, faut être suffisamment armé pour pouvoir apaiser, sécuriser, et puis pouvoir donner un peu de temps pour que le jeune puisse se remobiliser et puisse trouver l'interlocuteur qui pourra, on lui souhaite, l'aider à trouver une solution. Très bien, on va en rester là. Merci encore. On n'a pas assez de temps comme souvent, mais merci beaucoup. Merci à vous.